Eh bien, merci Jean-François Copé, une nouvelle fois d'avoir accepté l'invitation de l'Association de la presse étrangère. C'est donc pas la première fois, ni la dernière, nous espérons. Nous vous avons reçu alors que vous étiez ministre des Relations avec le Parlement, ça fait belle lurette, on va dire. La dernière fois, nous étions encore au Cap, au Grand Palais. Je vous interpellais pour vous demander si la France n'était pas finalement ingouvernable. Je ne suis pas sûre de votre réponse à l'époque. Mais à mes yeux, la question se pose toujours. J'ai bien noté que vous l'évoquiez dans votre livre. En tout cas, la gouvernance de votre pays suscite encore bien des appétits, beaucoup de réflexions aussi, dont on retrouve le fruit dans des livres qui se multiplient en cette année de primaire présidentielle. L'édition, ça marche très fort, surtout en politique. Alors, votre sursaut français est lui aussi une force de proposition, mais avec un bonus, il faut le souligner, il est chiffré par 15 pages, vraiment bravo. C'est le seul jusqu'à maintenant. Après 2 années de turbulence, nous sommes heureux de vous retrouver serein, ou presque, en tout cas certainement combatif. Et comme j'aimerais cette rencontre positive et forte de vos réflexions et de votre projet, je vous propose d'évacuer les sujets qui fâchent. Alors, cette maudite affaire Big Malion, qui en empoisonne plus d'un, dont vous fûtes en quelque sorte le bouc émissaire, vous en êtes sorti blanchi, et c'est Nicolas Sarkozy qui a été mis en examen voilà quelques jours. Que pouvez-vous nous dire sur cette affaire? Pas grand-chose, parce que c'est une enquête qui est en cours et je n'ai pas, je n'ai pas vocation, bien sûr, à la commenter. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'avais été, comme vous l'avez rappelé, chère Christine, désigné il y a de cela près de 2 ans maintenant, 20 mois, comme le coupable idéal. Finalement, je me suis rendu compte que ça arrangeait beaucoup de monde, que je sois le coupable idéal, sauf qu'entre-temps, la justice est passée par là, que moi-même, je n'avais cessé de dire mon innocence sur cette affaire dite Big Malion, mais qui, vous l'avez compris, c'est aussi celle des comptes de campagne présidentielle, dans laquelle je n'étais pas. Les magistrats m'ont entendu après une longue période d'investigation il y a quelques jours, et vous l'avez rappelé, m'ont indiqué qu'aucun élément ne justifiait que je sois mis en examen, ce qui évidemment a été pour moi, bien sûr, une très grande nouvelle et à titre personnel très, très émouvante au regard du tollé, de espèce de haine dont j'ai été l'objet et qui n'a pas été tout à fait à l'honneur de ceux qui en ont été à l'origine. Et c'est du coup ce qui m'a amené à prendre la décision d'être candidat à la primaire pour la présidentielle de 2017 pour ma famille politique. Pourquoi? Tout simplement parce que je m'étais fixé 2 conditions pour être candidat à la primaire. La première, c'est d'avoir un projet qui est le résultat d'années et d'années d'expérience en tant que maire de Meaux, en tant que ministre des gouvernements de Jacques Chirac. Je n'ai pas été ministre sous Nicolas Sarkozy, mais sous Jacques Chirac. Et puis aussi de mon expérience de président de la majorité à l'Assemblée, président de parti, d'avoir fait beaucoup de choses pendant toutes ces années, et puis pendant 18 mois d'avoir fait sans caméra un énième Tour de France que je raconte dans le sursaut français et qui m'a permis d'élaborer un projet dont vous avez rappelé qu'il est effectivement chiffré et dont on parlera sans doute et qui est une manière, je crois, justement de rendre la France plus gouvernable, pour reprendre votre formule de tout à l'heure. Et puis la deuxième condition, je viens de l'évoquer, c'était évidemment de ne pas être mis en examen. J'aurais été mis en examen, il me paraissait inimaginable d'être candidat à la primaire. Ne l'étant pas, j'ai considéré que la voie était libre pour le faire, et c'est la raison pour laquelle j'ai tout le plaisir à me trouver devant vous aujourd'hui. Et de répondre bien sûr à toutes vos questions. C'est un grand honneur pour moi de vous retrouver. Vous représentez la presse de très nombreux pays, et je suis très honoré et très heureux de pouvoir échanger avec vous. Bien, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que il y a d'autres curiosités ou d'autres questions que vous voudriez poser sur ce premier sujet, sur l'affaire qui est formidable, on a éliminé ça très vite alors. Non, Oui, on a micro, pardon. Daniel Raymond, Argentine. On vous a accusé d'un enrichissement personnel. Et apparemment, c'est pas vrai.
Et justement, je ne sais pas si c'est une deuxième question, Christine, mais à propos de ça, on dit que vous ne vous adressez plus la parole avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous considérez justement comme, à part un bouc émissaire, une victime de Sarkozy? Enfin, d'abord, c'est pas apparemment. Oui, bon, je sais plus. Voilà, comment dire les choses. Ben, on l'a dit, quand on est coupable, on est coupable, quand on est innocent, on est innocent. Voilà, donc la justice, de ce point de vue, a évacué d'ailleurs très tôt cette piste sordide qui avait été plus que suggérée par un hebdomadaire dont le directeur d'époque avait été un de ceux qui avait tenu sur moi des propos particulièrement monstrueux, puisque le jour de ma démission, il avait dit à la télévision qu'Opé va retourner dans les égouts, c'est sa place. C'est vous dire combien j'ai été particulièrement ciblé. Voilà, donc il n'y a donc pas effectivement d'enrichissement, de trésor de guerre, de choses comme ça qui puissent me concerner, et les juges de notre pays ont bien voulu l'acter, après avoir enquêté. Pour le reste, moi j'ai des relations qui sont parfaitement apaisées avec l'ensemble de mes collègues, y compris Nicolas Sarkozy. Bien sûr, j'ai des oreilles pour entendre, des yeux pour lire, mais tout ça ne me concerne pas. Et je n'entends pas un instant polémiquer avec qui que ce soit, dans aucune circonstance. Je ne m'occupe que d'une seule chose, présenter et promouvoir le projet que j'ai écrit à l'égard des Français, avec les Français, dans le cadre de cette campagne primaire, parce que c'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai décidé, après avoir un peu hésité à la suite de ces attaques violentes, il y a un an et demi, de reprendre la cordée. Voilà. Après ces longs mois de silence. Ça fait des années que vous disiez que vous vous réserviez pour 2017. Si je me trompe, même avant la première candidature de Sarkozy, non? Non, c'était quelques semaines après son élection, plutôt en 2007, au détour d'une phrase, vos confrères m'avaient posé la question et je lui avais dit pas avant 2017. Ça avait été interprété comme étant 2017. Bon, il se trouve que 10 ans ont passé et que les conditions sont réunies pour que je puisse être candidat à la candidature. Voilà. Bien sûr. Parfait. Est-ce que... Oui, vas-y, tu te présentes, s'il te plaît. Oui, News, journal Akhbariyyin d'Égypte. Je vois que vous avez écrit une livre, Nicolas Sarkozy aussi. Avant vous, il y a bien d'autres. Il y en aura d'autres encore. Oui, il y aura d'autres encore. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des guerres d'élite? De guerre, non, mais de confrontation de projet, oui. Bien sûr, chacun arrive avec ses propositions, mais il appartiendra ensuite aux Français de faire leur choix au moment du vote, en fonction de ceux qui seront candidats. Mais c'est vrai, il y a des convergences entre nous, mais il y a aussi des divergences. Il y a des convergences sur un certain nombre de sujets, nous appartenons à la même famille politique. Il y a aussi une évolution. Je note par exemple que aujourd'hui, y compris ceux qui ont refusé de le faire quand ils étaient en charge, sont d'accord pour qu'on en finisse avec les 35 heures ou avec l'ISF. Voilà un exemple. Ce qui, moi, singularise, entre autres choses, le projet que je propose, c'est que je fais un long développement dans mon livre sur les raisons du malaise français. Et j'explique en particulier que notre pays va à la fois très mal et très bien. Il va très mal parce que le taux de chômage est très élevé, beaucoup plus que la moyenne européenne, les niveaux de déficit sont importants, l'insécurité est hélas une réalité dans un certain nombre de nos territoires, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont aujourd'hui un peu paniqués de toute cette situation et qui voient avec inquiétude, qui se demandent avec inquiétude ce que sera l'avenir de leurs enfants. Mais c'est aussi un pays qui va très bien, avec des start-up, avec des entreprises innovantes, avec un niveau de recherche remarquable, avec un niveau de qualification de nos meilleurs élèves et de nos jeunes diplômés tout à fait excellent, qui d'ailleurs en amène un certain nombre à s'expatrier parce qu'on ne les reconnaît pas suffisamment leur talent en France. Ce malaise a, de mon point de vue, pour origine quelque chose qui est beaucoup reproché aux hommes politiques, c'est qu'ils n'ont pas de résultats, les hommes politiques français. Quand vous voyez M. Cameron, quand
Grande-Bretagne, même si en ce moment je n'approuve pas vraiment tout ce qu'il fait du point de vue européen, mais du point de vue de politique intérieure, c'est une référence pour nous. Ou Madame Merkel, ou d'autres, ils sont d'abord dans l'idée de présenter des résultats. Ils disent, voilà, quand j'ai été élu, il y avait tant de chômage, tant de déficit, tant d'insécurité, tant de dettes. Et au bout de 5 ans, ben, le chômage a baissé, la dette a baissé, la sécurité a baissé, etc. Ils ont des résultats. Chez nous, jamais. Chez nous, on a toujours ce problème. D'ailleurs, aucun candidat qui travaille à sa réélection, on l'a encore vu en 2012 avec M. Sarkozy, ne pouvait dire « j'ai baissé le chômage, ben non, il a augmenté. J'ai baissé le déficit, ben non, il a augmenté. J'ai baissé la dette, non, elle a augmenté. » Bon. Et ainsi de suite. Donc, on voit bien que cette question de l'obsession du résultat doit être, et c'est ça la clé de mon livre, l'argument majeur vis-à-vis des Français. Et pour y parvenir, il faut, et c'est ce que je propose, changer la méthode de gouvernement. Parce que les Français, quels reproches ils font à leurs hommes politiques? Ils leur disent « vous n'avez pas de résultat parce que vous reculez. Dès qu'il y a une grève, vous le savez, parce que dans vos journaux, vous en parlez beaucoup des grèves françaises. Bon. Dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a une manifestation, le gouvernement recule, parce qu'il a peur du dernier sondage, parce qu'il a peur de ce qu'on va dire à la télévision ou sur Internet. Cette situation est intenable. Et la seule manière de l'empêcher, c'est de faire quelque chose que le général de Gaulle avait fait en 1958, c'est-à-dire de gouverner par ordonnance, tout de suite, dès les premiers jours d'un programme pour lequel on aura été élu. Il y a 10 ou 15 mesures à prendre immédiatement par ordonnance pour débloquer le pays. Et je les propose et je les chiffre dans mon livre. Par exemple, généraliser le référendum d'entreprise pour éviter de dépendre de syndicats minoritaires qui bloquent l'entreprise. Par exemple, et dans ce référendum d'entreprise, prévoir de remettre en question les 35 heures dans chaque entreprise, l'organisation du travail, les progressions de rémunération. Tout ça, ça relève de l'entreprise. Deuxième exemple, je propose, par ordonnance, que soit modifié massivement le Code du travail, qui est aujourd'hui un code adapté au XXe siècle, pas au XXIe. Je propose qu'on acte par ordonnance la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Voilà, 3 exemples parmi d'autres, pour vous dire que je souhaite que vraiment ce soit un mandat donné par le peuple français au président de la République et qu'il décide immédiatement plutôt que d'étaler les choses, de sorte que ça donne l'occasion à tous ceux qui veulent bloquer le pays de le faire. Voilà. Donc il y a des différences, puisque par exemple, Nicolas Sarkozy ou François Fillon ne sont pas favorables aux ordonnances, ils sont favorables à des référendums. Voilà. Et moi je suis totalement opposé aux référendums. D'ailleurs ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne en est une nouvelle illustration. Vous risquez de tout perdre sur un coup de tête de la population. Et ça, pour moi, c'est pas raisonnable. Oui. Amir Najama du Liban. Monsieur Copé, vous avez abordé le plan sécuritaire que vous mettez en cause le gouvernement actuel. Il n'arrive pas à bien cerner les choses. En fait, c'est un problème, si vous entendez bien, un problème international. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour les Français pour qu'ils vivent en sécurité et sans être, entre guillemets, dictateurs ou bien sans toucher aux étrangers, comme la plupart représentent les étrangers. Merci. C'est amusant que vous me parliez de dictateur parce que ça me rappelle cette célèbre phrase du général de Gaulle lorsqu'il revient au pouvoir en 1958 et qu'il fait une conférence de presse à l'hôtel La Pérouse, pas très éloigné de cet hôtel, et à l'époque il était très attaqué. Il disait vous revenez pour faire dictature, etc. Et alors il a eu cette phrase célèbre. Il a dit pourquoi vous est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés fondamentales? Je les ai rétablies, ce qui était vrai en 1944. Et il a dit pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans j'entame une carrière de dictateur? Voilà. Mais parfois, pardon, excusez-moi, parfois on a besoin pour rétablir une chose. Alors, restons quand même dans la démocratie. Donc, en réalité, je pense que notre pays est sous-sécurisé. Je pense qu'aujourd'hui, la France n'a pas voulu voir, en tout cas les pouvoirs publics, la menace croissante de l'insécurité en France. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que, en tant que maire de Meaux, ça fait des années que je dénonce ce problème. Et qu'on me traite d'ailleurs de tous les noms. J'avais parlé de la droite décomplexée. Et à cette occasion, j'avais reçu un tonnerre de critiques sur cette question. Quel est mon avis sur la question?
mon avis sur la question est le suivant. Pour que les gens s'écoutent, se parlent, se respectent, il ne faut pas qu'ils aient peur les uns des autres. Et si on veut qu'ils n'aient plus peur les uns des autres, il faut que ce pays renoue avec la sécurité. Pour ça, il faut des moyens. Or, nous avons commis, nous à droite, une erreur historique en appliquant le plan de réduction de la fonction publique au métier de la police, de la gendarmerie, de la magistrature. De sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de policiers, de gendarmes et de magistrats. Nous en avons d'autant moins que leur organisation et leur temps de travail est ainsi fait que nous ne sommes pas en situation de pouvoir répondre. Pour le compenser d'ailleurs, un certain nombre de maires, dont votre serviteur, on a embauché des polices municipales. Enfin, on voit bien que ça ne suffit pas. Donc dans cet esprit, je propose que l'on embauche 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison, militaires, 50 000, mais naturellement, pas question de les embaucher pour de l'emploi à vie. Ce sera sous forme de contrat. Que d'autre part, nous associons à ce travail d'embauche des investissements en termes de sécurité pour construire des places de prison, il nous en faut 20 000 de plus, et que nous organisions notre plan de sécurité de telle manière qu'on s'adapte aux nouvelles menaces. Depuis la petite délinquance dans les quartiers difficiles, pour laquelle il faut des caméras, une chaîne pénale organisée, jusqu'à la lutte contre le terrorisme, naturellement, nous mobilisons. Enfin, il n'est pas de grande puissance qu'il n'ait une armée digne de ce nom. Nos militaires font un travail remarquable, mais ils sont un peu sur tous les fronts, et très seuls. Les Allemands ne sont pas au rendez-vous, les Britanniques, pas autant qu'on le souhaiterait, et le moins qu'on puisse dire, c'est que notre politique diplomatique est très affaiblie aujourd'hui par tout ce qui se passe. Donc, je crois qu'il faut adosser tout ça, reconstruire, et donc faire du régalien la priorité du prochain quinquennat. D'un côté, liberté économique, de l'autre, retour du régalien. Et ça, c'est à mes yeux majeur. Barbara Gray, télévision anglaise. Que pensez-vous, M. Copé, de la situation actuelle à Calais et comment on traite ces personnes? Bon, ce qui se passe à Calais est extrêmement préoccupant, et ça l'est d'autant plus que c'est le résultat d'années et d'années durant lesquelles on n'a pas voulu voir la réalité des choses. Ce qui se passe du côté du Proche et du Moyen-Orient, ce chaos auquel nous assistons, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, mais aussi en Afghanistan, en Érythrée, génère des demandes d'asile innombrables et en même temps des demandes d'immigration en Grande-Bretagne. Nous sommes respectueux des accords de Schengen, en vertu des accords que nous avons passés avec nos amis britanniques, et nous assurons seuls, depuis 2003, le contrôle de cette frontière. C'est devenu intenable. Dieu sait si je suis vraiment proche de David Cameron, si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, si je suis très très admiratif du travail de nos amis anglais pour réformer la Grande-Bretagne, mais je pense qu'en ce qui concerne cette question de Calais, nous ne pouvons pas la résoudre seuls. Nous devons bien sûr la résoudre avec l'ensemble de nos partenaires européens. La question d'un partage de l'effort se pose évidemment. La question d'un contrôle des frontières aussi. Mais enfin, il faut qu'on reparle avec les Britanniques. On ne peut pas continuer de supporter seul, sans aucune aide, un poids aussi lourd. Je pense d'autre part que la question de la construction d'un établissement permettant d'accueillir ces réfugiés qui sont en conditions dramatiques et de pouvoir apporter dans un délai très rapide une réponse à leur demande de droit d'asile va se poser de la même manière. Et qu'il faudra donc, là aussi, organiser les choses. On ne peut pas rester dans cette situation de jungle, hein, pour reprendre la formule médiatique, qui est absolument intenable. Voilà, pour Calais, qu'est-ce qu'on peut... Quelle est votre position par rapport à Schengen en général et que peut-on faire Schengen, par rapport à l'arrivée de ces migrants du Moyen-Orient? Quelle solution? Écoutez, Christine, l'affaire de Schengen,
j'entends bien ceux de mes amis qui expliquent qu'il faut arrêter Schengen, qu'il faut sortir de Schengen, qu'il faut fermer Schengen. Tout ça, ça va pour les tribunes, pour les effets de tribune. Enfin, ça n'a aucun sens lorsque vous êtes en responsabilité. On ne va pas rétablir des contrôles douaniers entre les différents pays, ça n'a pas de sens. Je pense en revanche que Schengen n'est pas bien appliqué. Le sujet aujourd'hui, c'est de l'appliquer. Et qu'on en revient à ce que nous évoquons pour un certain nombre d'entre nous depuis un certain temps, à savoir d'évaluer la situation des pays qui aujourd'hui sont défaillants dans leur contrôle des frontières, et de rappeler que s'ils sont défaillants, c'est aussi parce qu'on ne leur donne pas forcément non plus les moyens de contrôler. On a une agence Frontex qui n'a aucun moyen, des gardes frontières qui n'existent pas, et des pays qui savent que de toute façon ils n'accueilleront pas durablement les gens parce qu'ils ne veulent pas rester chez eux, en particulier la Grèce ou l'Italie. Donc on voit très bien qu'il y a là un sujet européen et qu'il y a ensuite un sujet national qui est le délai pour accorder les demandes d'asile, qui est un délai beaucoup trop long. Donc on ne peut pas rester comme ça, c'est impossible. Schengen, en temps normal, ça ne pose pas de problème. Schengen, en revanche, dans un contexte comme celui que nous connaissons, c'est invivable. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est un corps de garde-frontière, digne de ce nom, avec des moyens, ce que j'ai proposé là-dedans. Bien, attendez, c'est pas que la question c'est dans toutes les îles grecques concernées. Ah oui, mais il n'y en a pas 36 000, hein. On voit très bien où ça se passe. Ensuite, il faut quand même que les pays concernés par ce contrôle des frontières assument leurs responsabilités, sinon il ne faut pas craindre de les suspendre pendant le temps où ils ne sont pas capables de le faire. Et puis enfin, il faut que chaque pays organise lui-même les procédures de droit d'asile, ce qui aujourd'hui, pour le cas de la France par exemple, est tout à fait défaillant. Quand vous avez parlé des problèmes des immigrés, donc ça peut nous emmener un petit peu à un angle plus grand. C'est les problèmes au Moyen-Orient qui poussent les gens à partir. Vous, si vous êtes président, vous êtes élu, quelle solution vous proposez pour qu'en sortie de crise? Parce que si on arrive à résoudre le problème, on n'aura pas des résultats comme ça. Non, mais d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, la crise syrienne, c'est l'aboutissement de très nombreux problèmes qui se sont coagulés et que nous avons laissé s'aggraver. Il y a derrière tout cela des enjeux diplomatiques, géopolitiques majeurs, avec d'un côté un président dont la communauté internationale, que la communauté internationale a condamné pour les crimes abominables qu'il a commis, et dans le même temps un affrontement qui n'a échappé à personne entre des pays dont les enjeux, je pense en particulier au rapport de force entre sunnites et chiites, a pour conséquence de voir se coaliser des blocs. Et comme les choses ne sont jamais simples en Orient, ces blocs recueillent des alliances avec un certain nombre de pays qui n'appartiennent pas à ce parti-là du monde. En clair, il y a un axe entre l'Iran, la Syrie et la Russie, et de l'autre, un axe historique, tout aussi historique d'ailleurs, entre les États-Unis, une partie des puissances occidentales, et les pays à majorité sunnite. Avec ce qui pour moi est le déclencheur d'une erreur historique, qui a été l'intervention américaine en Irak au début des années 2000, qui a en réalité cassé ce rapport de force entre les uns et les autres. Et nous n'en sortons pas 10 ans après, ou 12 ans après. Nous n'en sortons pas. Au contraire, ça s'est aggravé. Du point de vue strictement occidental, nous étions partis sur des schémas manichéens qui considéraient que les sunnites étaient susceptibles d'être les gentils et les chiites les méchants. Tout ça est une vision très occidentale, qui n'a rien à voir avec la réalité complexe du monde arabe, que peu de gens connaissaient en Occident, à l'exception notable de Jacques Chirac, qui a eu, lui, parce qu'il en avait cette connaissance, la sagesse d'alerter tout le monde, et là sans succès, sur les dangers que pouvait constituer une intervention en Irak. Nous payons ça aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que si nous avions considéré les chiites comme des, entre guillemets, méchants, c'est compte tenu de ce qui s'était passé au début des années 80 à Téhéran, sauf que pas de chance, aujourd'hui les organisations terroristes les plus
dangereuses, elles sont sunnites. C'est tout le paradoxe de ce monde occidental qui arrive toujours avec plus de certitude que d'interrogation sur des choses qu'il ne connaît pas toujours. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, car toutes nos certitudes, les unes après les autres, se sont écroulées. Il n'y en a plus aucune qui soit valide pour conforter notre analyse. Avec la complexité la plus absolue, qui est le champ de bataille syrien. Puisque du côté d'Assad, la condamnation est unanime, mais du côté de ceux qui s'y opposent, c'est les divisions les plus dangereuses qui soient. Vous avez d'un côté des supporters de Al-Qaïda, de l'autre des supporters de Daesh, qui ne se parlent pas beaucoup s'ils sont en concurrence. Vous avez ceux qui ne sont ni de l'une des obédiences ni de l'autre, qui, vous l'avez vu, veulent simplement la paix et la démocratie, mais sont dans des alliances subjectives incompréhensibles. Vous avez le jeu très ambigu des Turcs, dont le moins qu'on puisse dire est que ça ne recueille pas l'approbation de tous celles et ceux qui voudraient arriver à un règlement aussi apaisé que possible de cette tragédie. Bref, tout est bloqué. Tout est bloqué. Et comme toujours, quand les choses sont bloquées, vous savez, quand vous avez le dos bloqué, il vaut mieux le faire vertèbre par vertèbre. Si vous prenez tout d'un coup, vous cassez le bonhomme. Et moi, mon point, c'est que je pense qu'il faut hiérarchiser les priorités. Je l'ai écrit dans une tribune avec mon ami Antoine Sfer en juillet dernier, de manière valeur actuelle. Je pense que la seule solution, c'est de hiérarchiser les priorités. Et de commencer par la première d'entre elles, pour nous, qui est Daesh. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, Européens, et en particulier nous, Français, la première menace, c'est Daesh. Et que, pour moi, une grande diplomatie, ça ne peut pas être une diplomatie où, comme on l'a fait pendant trop longtemps, on fait prévaloir les valeurs plutôt que les intérêts, ou les intérêts plutôt que les valeurs. Je pense que c'est et les valeurs et les intérêts. Et que pour ce qui concerne les intérêts, c'est la sécurité des personnes et des biens qui doit être aujourd'hui la première de nos priorités. Or, nous sommes menacés à l'extérieur et sur notre territoire. Donc la mission de la France, qui s'était quand même débrouillée ces dernières années pour être fâchée avec tout le monde, l'Iran, la Russie, la Syrie naturellement, et qui se trouvait donc totalement alignée sur la position de nos amis américains, et qui donc n'apportait plus aucune valeur ajoutée. La question est de savoir comment demain elle peut redevenir le pays qui, comme c'était le cas du temps du général de Gaulle, parlait à tout le monde. Et c'est ça la feuille de route de la diplomatie française, et notamment par rapport à cette question syrienne. Donc on voit bien aujourd'hui que nous devons avoir cette première priorité, de voir comment une coalition peut se constituer pour régler dans des délais aussi rapides que possible la situation liée à ce rapport de force qu'a installé Daesh, qui est une menace considérable pour l'ensemble de cette région. Viendra ensuite la question du règlement syrien, qui à mon avis ne pourra pas se régler tant que sur le terrain il y aura de tels affrontements et surtout de telles ambiguïtés sur ceux qui s'opposent à Assad. Parce qu'aujourd'hui, soutenir l'opposition à Assad, c'est partiellement au moins soutenir Daesh, ce qui pour nous est insupportable. D'où la difficulté et l'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons quand nous livrons des armes, quand nous livrons des aides, des conseils militaires, on ne sait pas qui en bénéficie. Et c'est parfois des gens qui vont retourner ces armes contre nous. C'est quand même insupportable. Et comment jugez-vous le rôle des Russes dans tout cela? Pragmatique. C'est un petit peu ambigu aussi. Qu'est-ce qu'ils font les Russes? En réalité, ils jouent la stratégie du rapport de force. Moi, j'ai tendance à dire que quand on veut s'opposer à la position de quelqu'un qu'on a en face, il faut être certain que les armes qu'on utilise sont les bonnes. L'embargo sur l'affaire ukrainienne a certes mis l'économie russe en difficulté, enfin, elle a mis aussi un certain nombre d'entre nous en difficulté. Regardez l'état de nos agriculteurs, qui sont directement victimes de l'embargo russe. Pour un résultat qui, sur le terrain, objectivement, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Et pendant ce temps-là, on ne parle plus aux Russes de rien. Il nous a fallu déployer des trésors de diplomatie pour renouer avec les Russes, et Dieu sait si c'est compliqué, parce que, comme vous le dites très justement, Christine, ils ont eux-mêmes leurs propres ambiguïtés, et on n'est pas du tout sûr, c'est le moins que l'on puisse dire, que leur priorité soit de mettre en état de nuire Daesh.
Et pourtant, il n'y aura pas d'autre solution. Et les Russes aussi devront y venir. Car aujourd'hui, l'organisation terroriste la plus structurée et la plus menaçante, c'est l'État islamique. On appelle abusivement État, rien d'un État, mais qui aujourd'hui a pour visée de supplanter les monarchies sunnites, et à commencer par l'Arabie Saoudite. Donc nous avons par rapport à ça une mission signée. Et il faut convaincre les Russes de s'y joindre dans le cadre d'un accord diplomatique qui tienne la route et qui nous amène à intégrer une réflexion sur ce que pourrait être demain un Moyen-Orient apaisé, avec une grande puissance chiite, l'Iran, une grande puissance sunnite, l'Arabie Saoudite, et puis la Turquie et Israël. Et aujourd'hui, rien dans ce schéma n'est possible parce que la complexité des enjeux, les divergences d'intérêts empêchent qu'on construise tout ça. Je crois qu'on a une question australienne là-bas. Oui, bonsoir, Manuel Crane de la presse australienne. J'avais deux questions. La première, donc pour parler des migrants, moi je rentre juste de Lesbos, et parmi les migrants, il y a beaucoup d'autres nationalités que les Syriens, hein. Il y a des Iraniens, il y a des Pakistanais, Des Afghans, des Irakiens, etc. Est-ce que vous êtes favorable à des centres de détention comme l'Australie a pu faire à l'extérieur de ses frontières? C'est-à-dire que l'Australie a signé des accords de Cambodge avec la Papouasie et avec Nauru. Et j'ai entendu que l'Autriche était partante aussi pour avoir des centres de détention au Maroc. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez raisonnable et favorable? Et la deuxième question, il m'a été rapporté que dans les centres pénitentiaires, suite aux attentats du 13 novembre, il y avait eu des acclamations de joie. Qu'est-ce que vous allez faire de ces populations-là, comme également un soutien autre que dans les prisons? Merci. Deux questions très diverses. oui, sur la première, moi j'avoue que j'aime pas beaucoup le mot centre de détention. C'est comme ça qu'on dit en anglais, detention center. Oui, mais en français on parle plutôt de centre de rétention. Ce qui n'est pas tout à fait, non, c'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas on retient, dans l'autre on détient. Je pense que surtout ce qui est très important, très important surtout, c'est de veiller à ce que les réfugiés qui sont là soient le plus rapidement possible identifiés et que surtout on mette en place au niveau européen un parcours pour eux. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. On sait pertinemment que les uns et les autres ne reviendront pas dans leur pays avant un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est vraiment un très très long temps. Moi, quand j'entends certains dire « ah ben on les garde, et puis quand la Syrie aura retrouvé la paix, on les renverra en Syrie », oui, enfin, sauf que si c'est pendant 4 ans, 5 ans, on ne peut pas savoir combien de temps peut durer ce conflit. Le conflit au Liban a montré que ça pouvait durer des années, donc personne ne peut le savoir. Donc moi, je pense qu'en réalité, la question qui va se poser pour nous est de savoir au niveau européen à partir de quand on prend ce problème à bras-le-corps pour regarder des solutions, et encore une fois, je le répète, des parcours d'intégration. Parce qu'il y a parmi eux, et moi j'ai pris des positions là-dessus assez claires, il y a parmi eux des gens qui sont des ingénieurs, des commerçants, des agriculteurs, des enseignants. C'est des gens qui ne demandent pas l'immigration économique et sociale, au sens venir chercher des subventions. Ils veulent pouvoir avoir un nouveau destin. Bon. Et donc la question pour nous, elle est de savoir comment est-ce qu'on peut gérer cela, sachant que le flux est tellement important que nous ne pouvons pas continuer de gérer ça chacun dans notre coin. C'est tout l'enjeu. Et moi, ce qui me rend très malheureux, c'est qu'il n'y ait pas de chef d'État et de gouvernement qui aujourd'hui, je pense en particulier dans notre pays, qui soit en situation de taper du poing sur la table en disant maintenant, il faut décider. Et c'est là toute la faiblesse de l'Europe. Et de la même manière que je regrette que la Grande-Bretagne aujourd'hui ne participe pas à cette réflexion autrement qu'en disant je ferme et je discute avec personne, j'aimerais qu'on puisse vraiment progresser là-dessus, parce que pour moi la solution, elle est européenne. Et en ce qui concerne les centres, j'aime pas le mot détention, pardon, je préfère effectivement des centres d'accueil dans lesquels on identifie chacun d'entre eux. Mais c'est à l'extérieur des frontières. Alors ensuite, il y a la question de l'extérieur des frontières, mais moi sur l'extérieur des frontières, je mets juste un petit bémol, c'est qu'il faut quand même savoir qui va les gérer, et ensuite, dans quel pays les accueillera. Je ne suis pas certain que le Maroc, que vous faisiez allusion, ou la Turquie, soient spontanément disponibles
pour autoriser que s'installent des enclaves dans leur territoire pour des gens qui veulent aller en Europe. Enfin, il y a un moment où ça ne va pas tenir tout ça. Donc ce que je regrette, c'est que Ça marche en Australie, hein. Il n'y a plus de migrants. Ouais. Je propose qu'on comprenne bien que la en fait, situation c'est géographique de Les l'Australie est Autrichiens un peu souhaiteraient différente. d'installer les migrants au Maroc. C'est ça. Parce que- Oui, mais comme en fait, il y a beaucoup de similitudes en fait avec l'Australie, puisque les migrants viennent des mêmes pays, passaient par l'Indonésie et arrivaient sur les côtes australiennes. Ouais. Et maintenant, l'idée c'est de les empêcher de rentrer en Australie et de les secourir en mer et de les amener directement dans ces pays-là avec qui ils ont tenu des échanges. Alors c'était très tabou pendant très longtemps. Maintenant c'est complètement accepté en Australie Mais les centres, vous les mettez où? Mais ils sont sur l'île de Manaus, en Papouasie, l'île de Nauru et au Cambodge. Ouais. Donc c'est des Écoutez, camps. Il y a des accords ça veut financiers. dire qu'il faut qu'un certain nombre de pays qui sont extérieurs à la frontière, Exactement, je on viens serait de d'accord pour les l'accepte. recevoir. Absolument. on n'y est pas. Hein. Donc, ta deuxième question concernait... Oui. Et la deuxième question concernait justement, suite aux attentats, Ce qui se passe dans les Ce prisons. qui se passe dans les prisons dans et les l'accueil prisons. triomphal. voilà, il y a oui. quand même un souci qui Enfin, est triomphal. très Il y a eu présent. effectivement dans ce domaine-là des choses qui étaient assez violentes. Oui. Donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est que cela a trait à un problème, alors pour le coup cette fois national, et qui est celui d'une partie de nos jeunes compatriotes qui ne se sont pas bien intégrés et qui ont perdu une bonne partie de leur repère identitaire. Il ne faut pas généraliser, parce qu'on a un peu tendance parfois à aller un peu trop vite dans ce domaine-là. Moi, ma remarque, c'est qu'on ne pourra le faire qu'avec une autre politique pénitentiaire. Aujourd'hui, les prisons sont devenues, malheureusement en France, parce qu'on n'en a pas assez, qu'on n'a pas assez de personnel, qu'on n'a pas assez de places de prison, le lieu, le réceptacle de tous les processus de radicalisation en prison. Et donc, je pense que c'est une des propositions que je fais. Il faut absolument une politique pénitentiaire complètement réorganisée. Il faut augmenter au moins de 20 000 le nombre de places de prison, de telle manière qu'on puisse faire un traitement beaucoup plus individualisé de ceux qui sont détenus et aujourd'hui susceptibles d'être radicalisés. Et puis naturellement, parce qu'on les connaît, intervenir sur ceux qui conduisent à cette radicalisation. Donc en réalité, tout ça, c'est le bout de la chaîne. C'est un constat d'échec terrible. Et donc c'est un travail de longue haleine absolument énorme qu'il faudra faire pour empêcher ça. Et ça s'associe à un travail de fermeté qui doit être assumé et qui n'est pas aujourd'hui non plus. Il y a une question grecque là. Attends, un instant. Oui, vas-y, vas-y. Oui, Maria Danza, des médias grecs. On connaît la ligne dure de l'Europe, celle de M. Sarkozy sur la Grèce. Quelle est votre position? Il faut que la Grèce sorte de la zone euro pour régler ces problèmes. Et une deuxième question, est-ce que vous connaissez le nouveau président de la droite grecque, M. Kyriakos Mitsotakis? Si oui, comment vous le trouvez? Non, je ne le connais pas. Je connaissais son prédécesseur, mais je ne le connais pas. J'espère le rencontrer. Ensuite, pour le reste, écoutez, moi j'ai été, comme beaucoup de mes amis, très sévère à l'égard de Tsipras parce qu'il a été élu sur un programme comparable à celui de Mélenchon. Et voilà qu'aujourd'hui, il fait un programme assez comparable à celui que pourrait faire un dirigeant de droite modéré en Grèce. À savoir se conformer, parce qu'il faut bien à un moment revenir à la vérité, se conformer aux engagements que que votre pays a pris vis-à-vis des instances européennes et internationales. Donc moi je souhaite bonne chance à la Grèce, c'est tout ce que je peux vous dire. On a évité le Brexit, mais la contrepartie c'est vraiment des réformes structurelles. On verra si M. Tsipras, dans ce domaine, tient sa parole, maintenant qu'il a réglé ses problèmes électoraux. Mais là, actuellement, il y a encore des problèmes parce que, pour encore une fois, l'évaluation sur l'économie grecque et les efforts du gouvernement vont prendre encore du temps. Alors peut-être on risque d'avoir encore un psychodrame grec à Bruxelles et en Europe. Comment on règle finalement ça? Vous savez bien que tous ces problèmes-là sont des problèmes qui ne peuvent se régler qu'à long terme. J'adorerais pouvoir vous dire, écoutez, c'est très simple, on va claquer des doigts ensemble et on va régler le problème. C'est un problème structurel. Nous avons fait un choix, tous ensemble.
c'est d'accompagner la Grèce dans son effort de redressement. On sait très bien que cela passera par des réformes structurelles que la Grèce fait, j'aimerais que ça aille plus vite, mais voilà, et d'autre part par un travail sur la dette. Mais on ne fait pas le travail sur la dette si dans le même temps les réformes ne sont pas faites. Voilà, c'est une sorte de win-win. Hein. Et c'est ça que nous voulons. Est-ce que vous croyez qu'à la fin on va vers un Brexit? Parce qu'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de réforme. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Non. Et voilà. J'espère que non. J'espère que non. En tout cas, pour la Grèce, sortir de la zone euro, ce sera quand même très lourd. Ça veut dire une explosion des taux d'intérêt, un appauvrissement immédiat, un discrédit. Et pour l'Europe, non? Et pour l'Europe, bien entendu, ce sera un échec aussi. C'est pour ça que nous nous battons tous pour que la Grèce reste en Europe. Enfin, en Europe, qu'elle reste dans la zone euro. Mauro Zanoni pour l'Italie. Pour changer de sujet, Monsieur Copé, je voulais savoir quel est votre avis sur le projet de loi El Khomri, parce que j'ai l'impression que la gauche va réussir à faire ce que la droite, et donc vous aussi, vous n'êtes pas réussi à faire lorsque vous étiez au pouvoir. Donc libéraliser les énergies, disons une réforme du marché du travail dans un sens libéral. Je pense que vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Que mon grand regret est qu'il ait fallu attendre 10% ou 11% de chômage pour enfin faire des réformes qui assouplissent notre réglementation, et que cette réforme, j'aurais préféré qu'elle soit faite par la droite. Il faudra méditer sur ce sujet pour les prochaines élections. Ce qui veut dire que la droite va voter pour facilement? Ah bah, si c'est en l'état, oui, mais enfin je me méfie de ce que ça peut arriver à la fin. Le diable est dans les détails, comme on dit parfois en français. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est une politique que la droite aurait dû faire. Alors ensuite, moi j'ai une inquiétude quand même, c'est que la gauche étant très divisée sur ce sujet, je ne peux pas aujourd'hui dire avec certitude qu'elle va le voter en l'état. Elle risque de l'amender beaucoup. Mais en tout cas, il y a une intention gouvernementale évidente. Néanmoins, il y a deux choses auxquelles je songe. La première, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels on devrait aller plus loin. Parce que je trouve que c'est quand même une réforme très 20e siècle, là où nous sommes dans le 21e, et où les réformes proposées ne prennent peut-être pas suffisamment en compte la réalité économique d'aujourd'hui. Le numérique, l'ubérisation de la société, le fait que le code du travail a été imaginé à un moment où on était dans un CDI, dans la même entreprise toute sa vie, tout ça a beaucoup changé. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Mais c'est un progrès évident. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que pour un gouvernement, c'est quand même pas génial de faire ça un an avant la réélection. Il vaut mieux le faire tout de suite. C'est l'arrivée par ordonnance, comme je le disais tout à l'heure, et donc le mettre dans son programme électoral, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pour M. Hollande, c'est un virage à 180 degrés par rapport à son programme électoral. Nous avons commencé il y a 4 ans par une taxation à 75% d'impôts pour les plus riches. Et nous terminons avec le référendum d'entreprise, avec la flexibilité, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu... ça n'a plus grand-chose à voir avec la crédibilité de la politique. C'est KBC Algérie, donc mon nom c'est Benalou Semira. Ma question, parce qu'on a parlé de tout ce qui est présent, donc là je suis en train de penser à un sujet, c'est le problème de formation des imams. Donc le dernier rapport de Sénat, ils ont accusé 120 imams algériens et 30 marocains et 150 turcs de la corruption. Ils ont remis quand même la question de la faiblesse de niveau et de la formation initiale, et comme quoi ils ont exergé, plutôt obtenir le poste par la corruption, leur poste en France. Ma question, c'est que comment la France pourrait quand même encadrer ce problème, et est-ce que vous êtes d'accord sur le point qu'ils ont appelé quand même le Sénat que d'arrêter l'importation des imams de l'Algérie.
Et plutôt le dernier point, c'est de transformer la formation de l'Algérie vers le Maroc. Or on sait que sur le rapport, il y avait 30 Marocains quand même qui étaient accusés par la corruption. Merci. Alors, bon, là, c'est une question qui est un peu directe. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant politique, notre sujet est de nous assurer que ceux qui aujourd'hui exercent la fonction d'imam en France le font dans des conditions qui sont conformes aux lois de la République française. Et c'est la raison pour laquelle je propose dans mon livre ce que j'ai appelé un concordat qui règle le problème de la formation des imams en France, ainsi que le financement des mosquées de manière totalement transparente, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Tant que nous n'aurons pas réglé ces deux points, il y aura suspicion. Mais quand même, ça dure, ça fait 20 ans que ça dure. Mais oui, mais plus que 20 ans. Plus que 20 ans, même. Beaucoup plus que 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu des dérives auxquelles nous assistons, de la radicalisation, de l'interprétation vraiment insupportable de l'exercice du culte musulman, qui n'a plus rien à voir avec le culte musulman, qui est dans la caricature absolue, tout cela crispe nos compatriotes, toute sensibilité religieuse confondue. Donc je pense qu'il y a besoin de refixer les règles, et seul l'État peut le faire. Je ne vois pas, à ce stade, on ne va pas repartir sur des concertations qui n'aboutissent pas, avec des gens qui ne sont pas toujours très représentatifs. Il faut maintenant que les pouvoirs publics fixent clairement les règles applicables dans ces domaines pour éviter les dérives auxquelles on assiste dans certains lieux de culte. C'est un peu vague. Vous êtes quand même d'accord d'arrêter quand même choisir l'Algérie comme importer des imams des Algériens, et vous êtes vraiment d'accord de transformer la formation vers le Maroc, or qu'on sait qu'il y a 30 Marocains quand même qui étaient accusés par... Non, mais moi, attendez, je comprends votre question, mais je vous réponds comme je le souhaite. Bon. Non, mais parce que je comprends votre point. Vous aimeriez que je tranche aujourd'hui le match entre l'Algérie et le Maroc sur ce sujet, et après sur tous les autres. Vous le faites avec beaucoup de charme et d'intelligence, mais comprenez-moi, je ne peux quand même pas non plus rentrer dans ce détail-là, parce que ce n'est pas mon point de vue. Bon. Donc encore une fois, moi, mon objectif, c'est comment nous organisons en France l'exercice du culte. Bon. Et malheureusement, comme ça n'est pas organisé, parce que ça s'est fait après la loi de 1905, il y a un désordre terrible. Et aujourd'hui, pour moi, en tant que responsable politique français, ce qui compte, c'est de faire en sorte que les imams soient, quelle que soit leur origine, aient une formation qui soit validée et par la France, et que leur pratique soit totalement en conformité avec les lois de la République. Voilà. Et c'est ça notre sujet. Et non pas, comme c'est aujourd'hui le cas, dans une situation totalement anarchique, où n'importe qui peut devenir imam, et, il faut bien le dire, sans vraiment de validation, se comporter parfois très bien, parfois très mal. Voilà. Et comme vous l'avez dit, ils peuvent venir de pays différents. Dans votre ville de Meaux et la communauté de communes que vous présidez, vous avez combien de mosquées? Sont-elles construites sur des terrains, sont financées finalement par la République ou bien par l'Arabie Saoudite? Comment ça se passe chez vous? Nous, on a un lieu de culte à Meaux, bien sûr, qui est propriété des fidèles, puisque c'est eux qui l'ont acheté il y a de nombreuses années. Ils ont d'ailleurs entamé des travaux pour sa réhabilitation. Et en l'occurrence, mais c'est vrai que ça tient aussi à ma très grande vigilance sur ce sujet depuis des années, moi j'ai depuis toujours des relations très proches avec l'imam de la mosquée, avec l'association cultuelle, pour justement veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Et c'est pour ça aussi que les choses se passent plutôt pas mal, tout ça est extrêmement... et fait en bonne intelligence entre nous. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des dérives. Nous avons malheureusement un centre de détention à côté de Meaux qui malheureusement est l'objet de toutes les radicalisations possibles. Mais en tout cas, dans la ville, les choses sont cadrées. Mais ça tient aussi à l'histoire. Il y a d'autres endroits où malheureusement les choses sont beaucoup moins faciles à maîtriser. Bonjour, William Horgan de Wall Street Journal. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la loi El Khomri. Vous avez dit que c'est un virage à 180 degrés et c'est pas très bien de faire ça un an avant une élection. Mais est-ce que c'est plutôt malin parce que ça vous coupe un peu l'herbe sur le pied
vous avez dit que vous proposez de faire des référendums d'entreprise, de faire plus de dialogue social, de contourner les 35 heures. C'est exactement ce qu'il y a dans les propositions pour l'instant. Donc, est-ce que vous n'avez pas que justement ça vous coupe Je ne crois pas du tout que ça nous coupe l'herbe sous le pied. Parce que, en vérité, j'ai tendance à penser que ce qui est fait n'est plus à faire. Et que de toute façon, ça n'est pas ce type de mesure qui déterminera le vote des Français. Je ne crois pas que les Français, parce qu'il y a eu la loi El Khomri, vont tout d'un coup se réconcilier avec la gauche. Mais c'est difficile à proposer la même chose. Non, bien sûr, mais en revanche, d'aller plus loin, oui. Parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas proposées par la loi El Khomri et qu'il faut faire. On parlait du référendum d'entreprise, c'est un bon exemple. Hein. Le référendum d'entreprise, tel que je le propose, c'est un référendum d'entreprise généralisé à toutes les entreprises qui le souhaitent, sans qu'à aucun moment ça ne soit conditionné par l'échec d'une négociation syndicale. Alors que je rappelle que Mme El Khomri se place dans l'idée que ça ne peut avoir lieu que s'il y a un échec de la négociation syndicale. Bon. Je propose qu'on aille beaucoup plus loin dans le Code du travail, dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas faits aujourd'hui. Donc vous voyez, en réalité, dans de nombreux domaines, on va plus loin. Mais c'est une avancée importante parce que ça oblige le Parti socialiste français à faire son aggiornamento idéologique, comme l'a fait le SPD allemand ou le Labour sous Tony Blair. Vous voyez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous avons en France un PS qui est extrêmement rétrograde. Si Mme Merkel peut travailler avec le SPD, avec parfois une coalition, c'est aussi parce que les points de vue sont assez proches dans un certain nombre de domaines. Alors que, objectivement, avec le Parti socialiste français, c'est impossible quand vous savez qu'un certain nombre d'entre eux en sont encore à souhaiter que les licenciements soient illégaux. Vous voyez, on est quand même sur des décalages forts. Donc moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que ça ne gênera absolument pas la droite dans son travail de conquête de l'opinion publique. Je voulais savoir, à votre avis, pourquoi la France n'a pas sa politique étrangère propre à elle, surtout vers le Moyen-Orient. La France est toujours obligée de suivre les États-Unis. Elle n'est pas du tout obligée, c'est un choix qui a été fait. Un choix qui a été fait. Elle n'a pas toujours suivi. Mais je vous rappelle quand même que... Oui, mais on est bien d'accord. Enfin, que ce soit le général de Gaulle ou que ce soit Jacques Chirac, comme vous vous en souvenez, il y a eu quelques divergences quand même. Rappelez-vous quand même que Jacques Chirac a refusé d'aller dans la coalition. C'est une grande exception quand même. Ça nous a valu des problèmes relationnels, des problèmes diplomatiques assez importants avec nos amis américains pendant quelques années. Non, c'est pas le cas maintenant. C'est vrai que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande, l'un et l'autre, ont fait un choix un peu différent. Pour ma part, je pense que cet alignement ne sert pas nécessairement ni les intérêts de la France, ni même dans leur ensemble les intérêts européens et occidentaux. Je pense qu'il y a besoin de grandes puissances qui, quelque part, puissent parler à tout le monde. Et en particulier, la France a cette vocation. Monsieur Copé, vous parliez tout à l'heure de la gauche, sans être une grande analyse politique. C'est évident que le président Hollande est le fruit de la démission de Jospin. Et donc, vous parliez donc de la dispersion de la gauche, mais qu'est-ce qu'il en est de la dispersion de la droite? Alors, il faut rentrer un peu dans le détail, parce que qu'est-ce que vous voulez dire la dispersion de la droite? C'est-à-dire que, enfin, ce qu'on dit, c'est que si Sarko se présente, il risque de faire perdre la droite. Oui. Et donc, comment la droite va se rallier? Enfin, les républicains... Non, mais pour l'instant, comme on dit, vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, là. Il faut laisser la primaire se faire. Voyons qui est candidat. Voyons qui est candidat jusqu'au bout. Voyons ensuite... Oui, mais au début. Vous savez, au début, c'est comme le Tour de France. Au début, au Tour de France, il y a beaucoup de candidats. Chaque épreuve, chaque année. Et puis après, il y a la canicule, il y a les inondations. Je ne parle pas du dopage. Donc voilà, je crois qu'il faut laisser les choses se faire. Il y a plusieurs étapes dans cette primaire. Franchissons chacune de ces étapes. C'est justement à propos de primaire. Maintenant, c'est l'économiste Thomas Piketty a proposé une grande primaire à côté de gauche, c'est-à-dire
oui, c'est le monde socialiste, c'est avec écologistes, etc. Est-ce que ça, c'est pour la droite? Est-ce que c'est bon Que la gauche fasse sa primaire, vous voulez dire? Oui. Est-ce que c'est bien? Oui. Ça m'est très difficile de vous répondre à cette question parce que la gauche est confrontée à une difficulté quand même, c'est l'impopularité du président de la République. Et face à cette impopularité, les responsables de gauche s'inquiètent et se disent est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on refasse une primaire pour relégitimer celui qui serait notre candidat. Il y a une difficulté pratique, c'est que nous sommes en état d'urgence avec le terrorisme et que, imaginez le président sortant faire campagne pour la primaire en même temps que de gérer l'état d'urgence, indépendamment des autres affaires du pays, c'est quand même particulier. Par exemple, c'est pour ça que nous, à droite, nous avons prévu que le président en exercice, quand le président est en exercice et de notre famille politique, il n'y a pas de primaire. Ça ne peut être que dans l'hypothèse où nous n'avons pas de représentants à l'Élysée. Voilà. Donc je vous avoue être un peu partagé sur l'intérêt pour la gauche d'avoir cette primaire au regard des intérêts supérieurs de l'État qui commande quand même un président de la République disponible à 100% pour le pays. Pendant 3 ans de campagne anticorruption de M. Xi Jinping, président chinois actuel, plus de 100 hauts fonctionnaires, gros titres, c'est-à-dire hauts fonctionnaires du niveau vice-ministériel ou bien vice-provincial ou bien d'armée, un système militaire, ont chuté. Plus de 100 000 mouches, petits fonctionnaires, ont chuté aussi. C'est une des raisons pour lesquelles on voit que le président actuel est un peu différent que tous les dirigeants communistes chinois. Et puis on voit un peu l'espoir, l'espoir seulement possibilité qu'ils veulent amener la Chine à la démocratie. En même temps, lui-même, il est formé par le régime communiste chinois. Et la machine du régime communiste chinois tourne encore. Comment vous analysez ça? Comment vous voyez ça? Merci. Alors écoutez, c'est une question qui est difficile parce que vous me demandez de porter un jugement sur la politique menée par les autorités d'un pays avec lequel nous avons de très très nombreuses relations diplomatiques, politiques, économiques, amicales. Moi je vais très souvent en Chine et j'y ai beaucoup d'amis. Je considère que le travail qui est fait dans ce domaine, qui était nécessaire, comme ça doit l'être dans tous les pays, correspond à une attente de la population. Et ensuite, bien sûr, il y a d'autres questions qui sont en jeu, la question bien sûr des libertés, et puis aussi sur le plan économique, de comment absorber l'énorme croissance qui a fait qu'une bonne partie de la population chinoise rurale va maintenant vers les villes, avec tout ce que ça veut dire comme conséquence. Donc c'est vrai que ce sont des enjeux énormes. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on peut faire pour lutter contre la corruption, il faut le faire, parce que c'est un élément de découragement pour la population qui est majeur. Daniel Drest, Stockholm. Je voulais vous poser une question là, sur, vous savez, dans les pays où je vais vous poser une question qui va peut-être vous fâcher, mais il faut que je vous la pose. Dans les pays où je travaille, dans les pays où je travaille, vous seriez candidat à pas grand-chose et tout ça, c'est qu'après l'époque que vous avez passée, on vous conseillerait de rester dans votre circonscription, auprès de vos administrés qui vous aiment bien, dans votre super musée de la Première Guerre mondiale, qui est d'actualité actuellement. Et c'est vrai que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui vous pousse à revenir? Vous savez que vous allez prendre des coups, vous n'êtes pas sûr de gagner quand même la primaire, vous avez des concurrents. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à revenir? D'abord, un premier point, vous parlez des autres pays, je ne crois pas que les autres pays empêchent les gens qui sont innocents d'être candidats. À Stockholm, ou en Norvège, en Suède et tout ça, dans l'Europe du Nord, je veux dire après des épreuves qui subissent ou des...
On a parlé aussi d'élections à l'UMP. Bon, je crois que, voilà, c'est des pays où si on se permet une erreur, un écart et tout ça, même si on paye notre dû à la société, je crois que... Non mais attendez, monsieur, juste pour que les choses soient très très claires, non mais on va parler après de ce qui nous pousse à être candidat primaire, mais je voudrais quand même que les choses soient très très claires. Vous n'avez pas devant vous un repris de justice. Non, mais sans être repris de justice... Mais, non, vous avez devant vous quelqu'un qui a été l'objet, en réalité, de rumeurs que la justice a tranché, en expliquant après de vraies investigations, c'est-à-dire pas simplement des articles de presse diffamatoires, calomnieux, injurieux, ou des attaques de concurrents que ça pouvait arranger, donc d'une enquête de la justice, qui a montré que j'étais innocent, confirmant le fait que depuis le début, j'avais répété que j'étais innocent. Vous voyez, donc c'est juste pour quand même qu'on se court pas complètement. Vous-même, vous avez fait une pause de 2 ans. Bah oui, pour permettre à la justice de travailler en toute sérénité. Bah, je trouve que c'était pas mal, non? Oui. Bah, pour quelqu'un d'innocent, c'est pas mal. Non, mais pourquoi vous revenez en sachant que le chemin est quand même très encombré? Voilà. Alors ça, c'est la deuxième question. Mais je voulais être bien sûr qu'on parlait bien la même langue sur la première question. Vous voyez, vous n'avez pas devant vous un condamné. Vous voyez. Non, mais non. Non, bien sûr, c'est sûr. Non, mais bien d'accord. Vous avez devant vous quelqu'un qui n'est même plus suspecté et qui n'est plus l'objet de poursuite, enfin qui n'est pas l'objet de poursuite. Voilà. Après que la justice ait enquêté. Donc on ne peut même pas dire oui, mais on attend que la justice ait enquêté. Elle l'a enquêté. Vous voyez, donc voilà. Et elle m'a dit il n'y a aucune charge contre vous. On ne vous met pas en examen. Voilà. C'est pour dire quand même. Voilà. Alors ensuite la question c'est effectivement pourquoi retourner dans le chaudron. Écoutez, je t'ai raconté dans mon livre, si vous avez l'occasion de le lire. J'allais te suggérer de te faire envoyer le livre. Le sursaut français, j'en parle. Je me suis posé la question. Vous voyez, on n'est pas très éloigné. Lorsqu'est arrivé ce tombereau d'injures, je me suis effectivement posé la question. Et j'ai finalement décidé de revenir dans le jeu politique, pas pour jouer, mais pour la France. Parce que je défends un certain nombre d'idées, parce que j'ai des convictions, et surtout, j'ai en tête la manière de contribuer à ce que ce pays se redresse. Et c'est le seul sens que je peux donner à mon engagement politique. Par ailleurs, ça demande beaucoup de sacrifices, vous avez rappelé, on se fait beaucoup attaquer. Même des gens gentils peuvent raconter des choses un peu maladroites, c'est vous dire. Quand on n'est pas gentil, vous imaginez, c'est encore pire. Mais néanmoins, je le fais parce que ça correspond à l'histoire de ma famille. J'ai une famille qui est paternelle, qui a été sauvée en 1943 d'une rafle nazie à Aubusson par des justes. De sorte que toute mon enfance, notre père, moi-même comme mon frère et ma sœur, nous ont éduqués dans les valeurs de l'amour de la France et de rendre à la France ce qu'on nous avait donné. C'est tout ça qui m'a amené, parce que j'ai été adolescent et ensuite plus grand, à décider de consacrer justement cet engagement pour la France à travers la politique. Voilà. Et lorsque m'est arrivée cette épreuve, que je ne vous souhaite pas, d'être le bouc émissaire de toutes les détestations entre eux, il y a 1 an et demi, je me suis posé, moi qui avais une carrière d'ascension très longue, tout d'un coup je me suis dit, réfléchis, pourquoi tu fais tout ça? Et c'est à la fin de cette réflexion que j'ai décidé de revenir, mais de revenir autrement, en ne rentrant plus dans les petites phrases, dans les polémiques, dans tout ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'être devant vous et de pouvoir vous retrouver, parce que sinon j'aurais pas eu cette chance. Bonsoir. Je voudrais revenir à... Tu te présentes, oui. Oui, excusez-moi. Ingrid Boilabou, je suis rédactrice en chef du journal d'Italie francophone. On sait tous que entrepreneur, c'est un mot français. Donc c'est pas traduit en anglais, on le prend comme ça, entrepreneur. En revenant à votre vision du futur, comment est-ce que vous voulez que cette France a l'air en 10 ans? Et dans quelle mesure toutes ces pépites qui sont depuis 10 ans, la dynamique française, c'est vrai que nous, on est plus parce qu'on est plutôt news, it's bad news, mais dans ce contexte un petit peu négatif, la confiance devient news. Donc ça m'intéresse effectivement de voir quelle est votre vision de confiance et quelle est la place de France dans les affaires et l'entrepreneuriat. Je pense que ce sera certainement l'un des
l'un des éléments clés de la feuille de route du prochain président de la République. Je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce que M. Hollande peut faire ou ne pas faire. Il est au maximum. Moi, je pense que la feuille de route du prochain président de la République, ce sera de lancer un grand appel au monde pour leur dire que la France va redevenir un grand pays d'attractivité pour les investissements économiques et financiers. Et je le montre tout de suite en prenant dans les 3 premiers mois les 10 décisions fiscales et budgétaires qui vont clairement afficher la couleur pour encourager des gens soit à revenir en France, soit à s'y installer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fera la différence aux yeux du monde, c'est d'avoir un dirigeant de la nouvelle génération qui sait ce que c'est que la mondialisation, qui est conscient des faiblesses de la mondialisation, mais aussi des forces que la France a pour entrer complètement dans le XXIe siècle et continuer de faire de cette nation une grande nation. Voilà, c'est ça qui pour moi est en jeu. Et c'est effectivement une échéance de 10 ans. Mais je pense qu'en 10 ans, on peut transformer complètement notre pays. D'autres l'ont fait. Madame Thatcher l'a fait en Grande-Bretagne, le général de Gaulle l'a fait à son époque, Helmut Kohl, Schröder, Merkel l'ont fait ensuite. Enfin, tout ça, c'est des choses qui existent. Il faut avoir le courage de le porter. Voilà. C'est ça l'objectif. Et vous parlez d'entrepreneurs, je pense que la traduction en politique, c'est le mot de commandement. Il faut commander, il faut décider, et malheureusement, trop souvent, on a la main qui tremble là où il faut décider. Vous êtes légitimement fier d'une belle réussite à Meaux et dans la région. D'abord, un certain nombre d'entre vous étaient certainement participés à ce voyage à Meaux pour visiter ce musée de la mémoire de la guerre. Je ne sais pas, nous étions une quinzaine, peut-être pas les mêmes, ceux qui couvrent. Et ça en fait partie, parce que je me souviens que la direction nous avait dit qu'ils avaient porté le projet à droite à gauche, et puis ils vous avez croisé et il a dit je prends. C'est une des grandes fiertés de ma vie que d'avoir permis d'accueillir cette collection privée qui est la plus importante au monde d'objets de 14-18. Ouais. Donc voilà. Donc dans ce... Est-ce que c'est un peu un petit laboratoire de ce que vous pourriez faire au niveau de la France? C'est-à-dire que vous avez... je vous ai déjà entendu dire que vous avez essayé de travailler sur le vivre ensemble, sur... la bienveillance. La bienveillance. Voilà, un joli mot. Ouais. Comment est-ce qu'on peut vous avez raison. Moi, je rêve d'appliquer à la France ce que j'ai fait à Meaux. Je crois que ça passe par le fait de séparer les problèmes et de les traiter chacun tels qu'ils sont plutôt que de les mélanger. C'est d'ailleurs, vous n'en parlez pas, mais c'est d'ailleurs un des grands sujets de divergence avec le Front National. Le Front National, comme tous les partis populistes, a une technique qui consiste à amalgamer les différents sujets. Immigration, insécurité, chômage, violence, on mélange tout, islamisme, on mélange tout, et avec ça, on fait croire qu'il y a un bouc émissaire qui permettra de régler le problème si on l'évacue. Je pense exactement l'inverse. Je pense qu'il faut traiter chaque problème séparément. Quand on traite l'immigration, on traite l'immigration. Quand on traite l'insécurité, on traite l'insécurité. Et c'est ce que j'ai fait à Meaux. À Meaux, j'ai identifié chacun des problèmes et je les ai traités séparément, mais dans une logique cohérente. On avait des tours, des grands ensembles, des ghettos, on a cassé les tours pour y mettre des immeubles de 4 étages. On avait 100% de logements sociaux, on a mis des logements privés. On avait des problèmes d'insécurité, on a mis 200 caméras, on a recruté des policiers municipaux, on a travaillé avec les principaux de collèges, on y a mis des établissements culturels, sportifs, on a séparé chaque problème. On a valorisé les talents et sanctionné les voyous. Enfin, bref, on a essayé de mettre une cohérence à tout ça avec des règles. Ça marche. Et écoutez, en tout cas suffisamment pour que les habitants me réélisent avec des scores très importants et surtout avec des résultats concrets. Je vous disais tout à l'heure, on reproche aux hommes politiques de ne pas avoir de résultats. J'ai pu montrer à Meaux des résultats. La délinquance, par exemple, a été diminuée de moitié en 10 ans. On était à 110 crimes et délits pour 1000 habitants en 2004, on est descendu à 52 aujourd'hui. Bon. Nous avions un taux de chômage important, nous l'avons réduit par l'arrivée d'un parc d'activité économique. Nous avons réduit le nombre de logements sociaux. Bref, nous avons des résultats. Et ce que je voudrais, c'est que de la même manière, on applique cette méthode au niveau national.
Et je crois que cela exige une reprise en main vraiment du commandement de ce pays. D'ailleurs, les études d'opinion montrent que les Français aspirent à être commandés et à ce que les décisions soient prises et assumées. Voilà. Je pense que vous retrouverez, pour ceux qui le veulent, qui demanderont le livre, beaucoup de choses, beaucoup de détails et encore une fois, des projets chiffrés. Chose rare, il y a même un tableau qui les récapitule. Moi, je pose ma dernière question aux fonctionnaires qui se pointaient. Le JDD d'hier faisait 2 pages sur l'Élysée. Pensez-vous qu'il est nécessaire au prestige de la France, ou bien êtes-vous de ceux qui pensent qu'il vaudrait mieux un lieu plus fonctionnel? C'est une question qui est très très lourde de sens, parce que la symbolique du pouvoir présidentiel, c'est le palais de l'Élysée. Alors vous pourrez bien sûr imaginer de quitter le palais de l'Élysée pour des bâtiments plus modernes, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il faut que derrière tout cela, il y ait une autre pratique du pouvoir. Que cette pratique soit à la fois peut-être plus sobre dans les effets d'annonce et plus ambitieuse dans les résultats qu'on obtient. Et ça, c'est incarné par le président de la République. En même temps, je pense qu'il ne faut pas être dispendieux, et que quand la République française accueille les chefs d'État, il faut que ce soit dans un cadre qui le permette. Voilà. Après, les conditions de travail des collaborateurs à l'Élysée sont désastreuses, les bureaux sont moches, mal chauffés, et c'est vrai que tout ça se dégrade beaucoup. Il y aura sans doute un jour une réflexion patrimoniale à avoir sur ce sujet. Mais enfin, si je comprends ce que vous dites, c'est de dire que vous voudriez qu'un jour on vende le palais de l'Élysée pour financer des locaux plus modernes. Mais alors, qui achèterait le palais de l'Élysée? Vous imaginez ce lieu chargé d'histoire? Tout ça serait tout de même compliqué. Je pense que c'est peut-être pas la priorité la plus immédiate. Peut-être les Qatariens, tu pourras. Je note que vous n'êtes pas dénué d'humour. Un grand merci. Merci à vous. François Copé, merci de votre présence et de toutes ces questions.